certain nombre de concurrents tirés au sort sont priés alors qu'ils rentrent au stand de monter sur cette bascule afin que le poids minimal qui, comme vous le savez peut-être, a été ramené cette année de 580 à 540 kg, afin donc que ce poids minimal soit vérifié. On observe ainsi qu'il n'y a plus de triche possible comme c'était le cas l'année dernière au cours des essais. Et De Césaris, qui a eu hier une dernière séance d'essai très malheureuse et très agitée, beaucoup de pannes, n'avait pas pu établir encore un seul tour chronométré, avait pris la voiture de son coéquipier Mauro Baldi et, pressé par le temps, énervé, il a été malheureusement désigné pour passer sur cette bascule. Il a refusé de le faire, il a passé outre et court-circuité le pesage pour gagner du temps. Il a été purement et simplement mis hors course par décision des commissaires sportifs. Le départ dans 1 minute. Par ailleurs, eh bien, 3 pilotes débutent cette année. C'est Johnny Cecotto, Corrado Fabi et Eddie Sullivan. Mais nous vous en parlerons plus longuement tout à l'heure pendant la course. Le circuit est long d'un peu plus de 5 km. Il y aura 63 tours à effectuer. Regardez, il fait beau et c'est beau. Voici tout ce circuit qui vous est proposé, qui ressemble un petit peu à un jeu électrique. C'est un circuit très artificiel avec des courbes afin de réduire justement la surface. On a essayé de faire des économies, mais c'est un beau circuit. Le seul problème, c'est sans doute le macadam, le revêtement qui n'est pas très beau ici. En effet, mais vous le savez, cette année, les voitures ayant changé de définition technique sur le plan aérodynamique, heureusement, elles ont retrouvé un petit peu de course de suspension, ce qui fait qu'elles sont moins inconfortables pour les pilotes qu'elles l'étaient par ailleurs. Et le masseur des pilotes de Renault, d'ailleurs, nous disait hier, j'ai trouvé que du point de vue musculaire, l'état des pilotes après les essais était très nettement meilleur qu'ils étaient l'année dernière, où ils étaient vraiment très éprouvés. Voilà, c'est parti pour le traditionnel tour de chauffe. Je signale quand même aux profanes que les pilotes ne sont pas en train d'essayer leur direction, mais tout simplement en train de chauffer leurs pneus. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux sortes de publics, à la fois les initiés et ceux qui ne sont peut-être pas au courant de toutes les choses de la Formule 1. Ici, nous sommes dans la courbe Pache. Cela en hommage à Carlos Pache, le pilote brésilien qui s'était tué dans un accident d'avion. Rosberg devant Prost. Alors voilà, c'est intéressant parce que vous avez donc devant Rosberg qui théoriquement n'emporte que la moitié de son réservoir d'essence et qui a monté des pneus tendres. Il escompte ravitailler à mi-course à peu près pour refaire un demi-plein d'essence et partir avec des roues dotées de pneus neufs, alors que derrière vous avez Prost qui lui a joué la carte inverse. Il a les pneus qui théoriquement sont aptes à tenir la distance de la course, mais ce sera juste, et en tout cas il a le plein d'essence. C'est aussi le cas de la Ferrari de Tambay, mais ce n'est pas celui de la Brabham de Patrese qui les suit immédiatement et qui lui a choisi la même option que Rosberg. Oui, avec José Rosinski, nous ne commenterons pas aussitôt le départ car il y aura sans doute beaucoup trop de bruit. Cela risque de saturer. Simplement, essayer de bien repérer les voitures. Keke Rosberg, la voiture blanche. Devant Arnoux, la voiture jaune. Tambay, la voiture rouge. Piquet, juste derrière la voiture noire et blanche. Il précédait une autre voiture rouge, une autre Ferrari, celle de René Arnoux. 25 voitures au départ. Une victoire au terme de 63 tours, mais surtout un titre de champion du monde en jeu avec cette première manche. Coup d'envoi de la saison 83. Et cela après presque 6 mois d'interruption. Je crois que aussi bien les pilotes que nous étions impatients de nous retrouver au bord d'un circuit. Ici, une caméra qui est placée de manière un petit peu insolite, mais je vous rassure, il n'y a pas de caméraman derrière. Heureusement d'ailleurs. Elle est simplement placée là et fixée à cet endroit, réglée automatiquement. Vous avez vu Alboreto, vainqueur du Grand Prix de Las Vegas. On n'en avait pas beaucoup parlé, mais ce fut la révélation de la saison 82. Tout comme il faudra s'habituer aussi au nom de Stallman et de Derek Warwick, qui avec un moteur turbo ont réalisé d'excellentes performances pendant l'intersaison et pendant les essais. De cela, José Rosinski va vous en reparler. Voici le dernier virage. Les voitures vont prendre place sur la grille de départ définitive. Rosberg va bénéficier d'un léger décalage.
et bénéficier aussi de la corde. Arnoux est à droite, Rosberg à gauche, il précède Tambay. Rosberg à gauche de l'écran. Rosberg à droite, Prost, devant Piquet et Arnoux. Ensuite, Rosberg, Tambay et Warwick. Je répète, Rosberg à gauche, Arnoux à droite, Tambay également à gauche, voiture rouge, qui précède, lui, Piquet de l'autre côté. Attention, c'est parti pour une saison. Ils ont les yeux fixés sur le feu qui va passer au vert. Le moment est très intense, c'est parti! Rosberg devant Prost, Piquet, Tambay. Keke Rosberg a pris le meilleur départ. Cela n'est pas étonnant. Devant Prost, talonné par Piquet qui va essayer de passer Prost et maintenant à la corde. Non, Prost a réussi, alors que derrière il y a aussi des petits problèmes entre Arnoux et Patrese. Donc Rosberg devant Prost, Piquet, Patrese, Tambay. Sans avoir des petits problèmes, Arnoux est déjà revenu à sa hauteur. Rosberg, Prost, Piquet à droite ici. Alors que Rosberg est déjà dans la ligne droite. Patrese derrière lui. Tambay, Arnoux. Et voici toute la meute lâchée maintenant dans la plus longue ligne droite du circuit. On attend des vitesses de 285 km/h. Rosberg, Prost, Piquet. Rosberg, Prost, Piquet, Patrese, Tambay, Arnoux. Eh bien oui, comme prévu, Rosberg s'envole, je vous l'avais dit. Il est parti probablement avec seulement la moitié de son réservoir plein, avec des pneus très performants qui ne tiennent pas la distance de la course, mais il en changera probablement à mi-course. Et donc, il prend tout de suite le large, alors que Prost, au contraire, qui a le plein et des pneus durs, résiste pour le moment aux assauts des deux pilotes du Brabham BMW, qui doivent certainement regarder avec désespoir Rosberg en train de prendre le large, alors qu'il ne trouve pas, et c'est une petite surprise, les ressources pour faire la différence et pour se débarrasser de la résistance de Prost, alors qu'ils n'ont, eux, ça n'est pas une certitude, car il y a évidemment une part d'intox, comme le disait Bernard Giraud tout à l'heure, mais en principe, ils nous ont annoncé qu'ils n'avaient que la moitié de leur plein. Et donc voilà quand même Piquet qui attaque au lieu de la ligne droite au freinage à la passe et qu'il passe sans coup rire. C'était prévu, c'est tout à fait normal. Piquet devant son public en délire avec une voiture beaucoup plus légère que celle dans la poste. La voiture de Prost emmène un peu plus de 200 litres d'essence, celle de Piquet à peu près la moitié. Il y a donc au minimum 80 kg d'écart entre les deux voitures et des pneus plus performants et plus tendres à l'avantage de Piquet également. Alors voilà le replay. Nous voyons l'attaque de Nelson Piquet qui dépasse à la Prost. Patrese va essayer d'en faire autant, mais pour l'instant, Piquet semble aller beaucoup mieux que Patrese, puisqu'il est deuxième, troisième, Prost, quatrième, Patrese, juste dans l'aspiration maintenant de Prost. Patrese attaque et Patrese a passé. Donc théoriquement, les voitures sont plus légères. Les deux Brabham sont partis avec moins d'essence que les deux Renault. Voilà donc l'explication, et c'est pourquoi d'ailleurs à la Prost n'a pas du tout résisté aux deux pilotes, aussi bien brésiliens qu'italiens. Il les a laissés passer sagement, sans beaucoup contester leur légère domination. Ici Piquet devant Patrese,
Prost, derrière l'écart s'est creusé, vous l'avez remarqué, on ne voit pas d'autres voitures, ce sont les Ferrari qui devraient apparaître derrière, celle de Tambay et celle de René Arnoux. Nous revoyons le replay, ici Patrese qui dépasse maintenant Alain Prost, alors qu'ici, dans les tribunes, c'est du délire avec la deuxième place de Nelson Piquet derrière Rosberg. Alors ce qui va être maintenant intéressant naturellement, ça va être de suivre attentivement l'écart qui va se creuser entre Rosberg et les pilotes de Brabham BMW d'une part, et puis les pilotes qui ont embarqué le plein d'essence et les pneus pour ne pas s'arrêter à mi-course. On prévoit qu'un arrêt coûtera entre 40 et 60 secondes pour handicap à ceux qui l'observeraient. Arrêt donc pour changer les roues, refaire un demi-plein, mais en plus il faut ralentir et il faut repartir et se remettre dans le rythme. Donc entre 40 secondes et 1 minute de handicap, il faudra que les pilotes qui, comme Rosberg, Patrese et Piquet, sont partis avec l'intention de s'arrêter, eh bien, réussissent à creuser un écart au moins égal à 40 secondes pour avoir une chance de l'emporter au bout du compte. Les positions après maintenant 3 tours, pardon. Premier Rosberg, deuxième Piquet, troisième Patrese, quatrième Prost, cinquième Tambay, sixième Arnoux, septième Edith Cheever. Et Jacques Laffite, lui, a remonté à la 15e place. Rappelons qu'il était quand même 19e sur la grille de départ. Mais Jacques Laffite est un spécialiste des remontées. Enfin, on aurait préféré quand même le voir un peu mieux placé sur la grille, surtout que la référence avec Rosberg était quand même beaucoup plus difficile à effectuer et beaucoup plus élogieuse pour Rosberg. Ce qu'il faut vous signaler sans doute aussi pour que vous ayez en main toutes les données, eh bien, c'est que Rosberg conduit une voiture qui a été très peu modifiée par rapport à sa voiture de l'an dernier qui lui a permis d'être champion du monde. Alors qu'au contraire, Patrese et Piquet sont au volant de voitures qui sont toutes nouvelles et qui risquent donc peut-être de connaître quelques petites difficultés, quelques petits ennuis de mise au point puisqu'ils n'en sont au fait qu'à la première sortie. C'est ainsi que l'ingénieur en chef de Brabham, Gordon Murray, me signalait que, compte tenu du fait qu'il a reculé l'emplacement du turbocompresseur dans son châssis, celui-ci est maintenant trop proche de l'amortisseur arrière gauche et que cet amortisseur arrière gauche tend à surchauffer assez rapidement, ce qui compromet naturellement la tenue de route de la voiture. Voilà à quoi peut dire éventuellement une victoire ou une défaite. À signaler également que Prost, pour sa part, qui occupe donc la 4e place pour le moment, Prost conduit une RE30 extrêmement peu modifiée depuis l'année dernière. La nouvelle Renault, la RE40, devant faire ses débuts en principe au Grand Prix de France, ou peut-être ceci serait avancé au Grand Prix de Long Beach si cela était jugé absolument nécessaire par Gérard Larousse, le responsable de l'équipe Renault. J'ai l'impression que le réalisateur brésilien va s'attarder sur Nelson Piquet pendant le Grand Prix. J'espère quand même qu'il aura l'idée de nous montrer les autres voitures. On ne peut pas lui en vouloir. Oui, on ne peut pas lui en vouloir. Mais quand même, il y a d'autres courses, d'autres points intéressants dans ce Grand Prix du Brésil. Et tout à l'heure, lors du départ, Alboreto est très mal parti. Lui qui avait réalisé le 10e temps d'essai, eh bien, il a complètement annihilé son capital car il a failli caler au départ et finalement il est parti le dernier. Et là maintenant il est en train de remonter. Il est 15e, tout comme Laffite, 14e maintenant. Jacques Laffite, 14e. Oui, ben Alboreto avait une panne d'électricité ce matin sur sa voiture. Elle n'a peut-être pas été entièrement réparée. Voici le classement des 6 premiers après 5 tours, cela indique 4 tours, mais après 5 tours, le classement est identique. Il y a que les écarts qui ont sensiblement changé. Rosberg, Piquet, Patrese, Prost, Tambay, Arnoux. Et derrière, il y a Edith Cheever, l'américain de chez Renault.
qui est juste derrière ici. Devant Niki Lauda. Niki Lauda aux prises avec Baldi. Baldi et Niki Lauda. Et maintenant, Piquet se rapproche de Rosberg. On dirait que Rosberg a des petits problèmes de tenue de route au freinage. Là, il faut dire aussi que nous ne sommes pas habitués maintenant qu'il n'y a plus de jupe, les voitures ne sont plus sur les rails. Il y a ce qu'on appelle le pilotage. D'un autre côté, ce qu'on peut regretter, c'est que les voitures sont moins belles. Au niveau de l'esthétique, cela est quand même moins agréable. Avec ces gros ailerons que l'on voit à l'arrière de la voiture, elles ont perdu en esthétique ce qu'elles peuvent gagner en efficacité. Je vous rappelle que l'année dernière, on a vu assister à une bagarre fantastique entre justement Rosberg et Piquet pour la victoire de ce Grand Prix. À la preuve, c'était classé 3e, mais quand il avait été déclaré vainqueur sur le tapis vert par la suite, parce que les voitures de Rosberg et de Piquet avaient été déclarées illégales, elles avaient été trop légères par rapport au poids minimum imposé par le règlement. Mais cette année, on ne devrait pas risquer une telle mésaventure en principe. C'est sans doute pourquoi l'un et l'autre ont une revanche à prendre. Ils essaient peut-être de remettre les choses au point, non pas sur le tapis vert, mais plutôt sur la piste, dans des conditions plus sportives. Rosberg devant Piquet. Piquet devrait théoriquement essayer d'attaquer Rosberg dans la ligne droite. C'est là où le turbo devrait et doit s'exprimer. Non seulement il devrait, mais il doit s'exprimer. Toute la puissance du turbo lui permet ainsi de bien lancer sa voiture. Nous sommes ici dans la ligne droite. Rosberg est toujours devant Piquet. Piquet vient dans l'aspiration, il se dégage. C'était prévisible. Les délires ici. C'était prévisible, regardez. Ils sont tous ces Brésiliens. Piquet devant Rosberg. Nelson Piquet en tête du Grand Prix du Brésil devant 80 000 spectateurs, sans compter les téléspectateurs, car certains ont préféré la climatisation à la chaleur du circuit. Revoici l'attaque de Piquet qui double Rosberg. Rappelons, c'est bien que Bernard Giraud vous a dit qu'aujourd'hui, effectivement, la température est un petit peu moins élevée que ces jours derniers. Elle est quand même de l'ordre de 30 degrés, facilement. Et on se souvient que l'année dernière, Nelson Piquet avait fini si épuisé qu'il s'était évanoui sur le podium. Alors, on va voir cette année s'il va être en mesure de tenir la distance, alors que l'année dernière, il avait bien failli ne pas pouvoir y parvenir. Alors, en ce qui concerne les ravitaillements, il faut dire que ce matin, chez Williams, on a fait très fort. On a mis pas plus de 24 secondes pour effectuer le plein chez Williams, à propos de Rosberg. Oui, mais il faut compter aussi avec la décélération et la remise en vitesse, Bernard. Au minimum 40 secondes. Regardez cette ravissante, c'est Sylvia Piquet, la femme de Nelson Piquet, qui n'est pas brésilienne, comme on pourrait le supposer, mais qui est hollandaise. Elle n'est pas blonde, aux yeux bleus, elle est brune avec des yeux foncés. Elle est extrêmement ravissante et suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de son époux, son champion de mari, alors que pour l'instant Alboreto vient de s'arrêter. Alboreto qui avait eu des problèmes tout à l'heure avec la Tyrrell, il a été obligé de s'arrêter à ce stand. Il avait connu des difficultés sur la grille de départ, son moteur avait presque calé, il était remonté de la dernière à la 15e place. Bien, ses efforts ont été inutiles car il vient de s'arrêter à ce stand. Eh bien, moi ce que je voulais vous dire, c'est que mon favori ne fait pas bonne figure pour le moment, Bernard, car Niki Lauda n'est pointé qu'en 11e position, alors qu'au contraire, son coéquipier John Watson, lui, a déjà effectué l'essentiel de sa remontée et il est maintenant pointé en 7e position, juste derrière les Ferrari de Campbell et Larnoux, la Renault de Prost, les Brabham BMW de Piquet Rosberg, de Piquet Patrese et la Williams de Keke Rosberg. Donc, Watson en 7e position devant Eddie Schiller et Mauro Baldi, Jarier en 11e position qui vient de passer justement Niki Lauda en difficulté donc, et Jacques Lafitte à la 16e place.
la bataille entre Watson et Arnoux ici. Arnoux devant Watson, Watson va essayer de passer à la corde, c'est fait. John Watson qui fait une course remarquable, superbe, comme vous l'indiquait José Rosinski tout à l'heure. Et Watson vient donc de doubler Arnoux, alors que cette fois c'est Ricardo Patrese qui va essayer d'attaquer Rosberg, mais ce sera pour le prochain tour vraisemblablement. Rosberg préserve sa deuxième place devant Ricardo Patrese. Donc répétons le classement: premier Piquet, deuxième Rosberg, troisième Patrese, quatrième Prost, cinquième Tambay, sixième Watson, septième Arnoux et Jean-Pierre Jarier est 11e, Lafitte 15e, Boisel 17e. Regardez maintenant toujours Patrese derrière Rosberg. Je voudrais en tout cas demander l'indulgence des téléspectateurs par le fait que nous ne sommes pas reliés l'un à l'autre sur le plan des casques, Bernard et moi-même. Il se peut que nous soyons amenés à répéter l'un et l'autre un petit peu la même chose quelquefois, et je vous prie donc de bien vouloir nous en excuser à l'avance, car nous sommes, si nous ne sommes pas aveugles, nous avons deux postes de télévision dans les yeux, eh bien nous sommes sûrs l'un par rapport à l'autre. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas trop de saturation au niveau du son, car cela est bien indépendant de notre volonté, malheureusement. Un peloton ici qui est emmené par Edith Schiller, devant Derek Warwick avec la Tollman. Et Jacques Lafitte continue à remonter. Alors là que Warwick a doublé maintenant Schiller, qui précède Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Jarier, qui est doublé maintenant, attaqué par Lauda, mais il a repoussé l'attaque de Niki Lauda. Jarier a préservé donc sa place. Alors là, nous avons pu assister à une autre bagarre, car si en tête les positions sont assez claires, assez limpides, derrière on continue à s'affronter, à se battre pour quelques places d'honneur. De toute façon, la course sera longue, il faudra que les moteurs tiennent, il faudra que les pneumatiques résistent, il faudra que les hommes aient suffisamment de ressources. Bref, tout un tas de choses qui font qu'il est encore trop tôt pour émettre un pronostic. Rosberg résiste pour la deuxième place à Ricardo Patrese. Rappelons que loin devant, il y a Nelson Piquet, le Brésilien, qui est en tête de ce Grand Prix du Brésil. Et cela maintenant après 11 tours sur les 63 à effectuer. Et Watson va attaquer Patrick Tambay. Si le réalisateur pouvait nous montrer, ce serait pas mal. Mais une autre bagarre nous intéresse à l'écran maintenant, celle entre Rosberg, le deuxième, et Ricardo Patrese. Regardez maintenant Schiller qui précède Jacques Lafitte. Et Schiller, Lafitte, Lauda, et devant il y a Warwick. Non, pas Jacques Lafitte, c'est Jean-Pierre Jarier, et Lafitte est derrière. Voilà. Donc Schiller, Jarier, Lauda, Lafitte. Ah, Jarier attaque Schiller, non? Trop tôt. Et dans la ligne droite, ce sera difficile pour Jarier, car il y a la puissance du turbo. Schiller, devant Jarier. Lauda. Donc Jacques Lafitte est en dernière position du peloton. Là, une petite erreur, c'est simplement le Suisse Surer, le Suisse qui est derrière Niki Lauda. Donc Schiller, Jarier, Lauda, Surer, et loin derrière Jacques Lafitte. Jacques a dû avoir un petit problème car il avait fait une excellente remontée et là maintenant il s'est retrouvé en dernière position du peloton. Donc répétons, Schiller devant Jarier, Lauda et Surer. Lafitte est maintenant 16e, il a donc rétrogradé par rapport à tout à l'heure. Alors que nous voyons son coéquipier Rosberg, toujours deuxième, derrière Piquet.
On ne voit plus Patrese, on ne voit plus Patrese. Oui, Ricardo Patrese était juste dans les roues de Rosberg et il semble qu'il a disparu. Nous n'avons pas vu à ce stand non plus. Et il rentre au ralenti Patrese. Donc changement en ce qui concerne le classement. Premier Piquet, deuxième Rosberg. Troisième Patrese. Mais Patrese est en train de se faire attraper par Prost. Nous revoici dans la bagarre pour les places d'honneur. Pour exactement la 10e place. Chiver devant Jarier, Loda, Surer, le Suisse. Et la température est toujours aussi haute, c'est-à-dire 26 degrés. À l'ombre, bien sûr. Chiver devant Jarier. Ah, quelle course là! Rodin, Surer. La suite, c'est le dernier du peloton là. Jarier essaie d'attaquer Chiver, mais c'est difficile, car dans la ligne droite, évidemment, la Renault prend ses distances. Insolite, alors là ce peloton avec Chiver en gros plan devant Jarier, Loda, Niki Lauda qui précède Surer. Et là c'est René Arnoux qui est menacé par Baldi. Arnoux menacé par Mauro Baldi. Là, nous revoici sur la 10e place avec Chiver, Jarier, Loda, Surer. C'est le petit train derrière Chiver. Ah, parfois, évidemment, les moteurs turbo ralentissent et forment un peloton. Jarier va attaquer. Non. Je répète l'explication, tout simplement dans les parties sinueuses. La Renault ralentit par rapport aux autres voitures à moteur atmosphérique. Alors que dans la ligne droite, eh bien, elle prend ses distances. Voilà, maintenant l'explication, c'est là que va se dérouler le ravitaillement Brabham. Vous voyez que les mécaniciens ont revêtu la tenue Indianapolis. Je répète ce que nous avons déjà dit l'année dernière, que ces ravitaillements sont extrêmement dangereux, ils auraient dû être interdits, mais on les a conservés encore pour une saison. Dommage que ce point n'ait pas fait preuve de plus de rigueur. Et vous pouvez remarquer qu'on est également prêt du côté de chez Williams, au cas où. Voici toujours Piquet, alors qu'il semble que Prost ait doublé Patrese. Oui, c'est vrai, je crois que Patrese est en difficulté. Vous venez de voir en effet Prost lui ravir la 3e place pendant que Chiver, lui, résiste toujours à Jarier qui vient de se faire passer par Loda. Et là, c'était un duel pour la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e position. Donc France 3e maintenant, on va Patrese et Watson qui a fait une remontée absolument météorique comme c'est souvent son cas. Oh là, il attaque ici. Ah là là, c'est Watson, mon cher Watson, bravo, un coup de chapeau car ça s'en est à l'extérieur, il est passé. Comme ça, il ne l'a pas vu dans ses rétros, Patrese, il s'est demandé d'où il venait. Et finalement, Watson, regardez comment il va prendre Patrese à l'extérieur. Ah là là. Bravo. Donc le deuxième est maintenant Alain Prost, qui va être menacé par Watson déchaîné, qui est actuellement 3e, le 4e, Ricardo Patrese. Évidemment, devant, il y a à la fois Piquet et Rosberg. Ah, nul doute que Prost va avoir du mal à résister à Watson qui semble dans une forme absolument irrésistible. Il faudra voir cependant s'il a demandé autant à ses pneus, l'Irlandais ne présume pas un petit peu de leur résistance. En tout cas, il fournit un magnifique spectacle avec sa générosité coutumière. Comme d'habitude, je vous le disais au début de ce reportage,
Il a complètement raté ses essais, ça n'est pas du tout sa spécialité à John Watson qui malgré 10 ans de carrière en Formule 1 est toujours aussi peu intéressé par les questions de mise au point. Mais par contre en course, eh bien, il est absolument irrépressible et il considère que rien ne lui est impossible. Ici la voiture jaune c'est l'ATS à moteur BMW qui fait ses débuts ici cette année, conduite par le pilote allemand Finn Kovac et qui vient de se faire prendre un tour dans l'autre voiture à moteur BMW, la Brabham de tête conduite par Nelson Piquet. Et nous allons bientôt nous quitter pendant une quarantaine de minutes. Nous nous retrouvons ensuite pour la fin de ce Grand Prix qui reste tout aussi indécis, tout aussi passionnant. N'oublions pas qu'il y aura des ravitaillements. Je crois qu'à Paris, on en fera l'enregistrement et qu'on vous permettra ainsi de suivre les grands instants de ce Grand Prix du Brésil, premièrement du championnat du monde de la saison 83. L'ATS a bénéficié aussi d'un moteur turbo cette année, ce qui explique donc les retours de flamme que vous avez pu voir. D'un turbo BMW plus exactement, car il s'agit d'une équipe allemande. Donc, avant de nous quitter, je vous donne les positions. Premier, Piquet. Deuxième, Rosberg à 8 secondes. Troisième, Prost à 25 secondes. Mais Prost très sérieusement menacé par John Watson. Et quand je dis très sérieusement, il s'agit d'un euphémisme. Le cinquième, Patrese. Le sixième, Tambay. Le septième, Baldi. Arnoux et Neuvième. Arnoux et 9e, 12e Jean-Pierre Jarier et 15e Jacques Lafitte. Voilà donc les positions. Pour l'instant, Prost résiste à Watson. Nous allons suivre cet affrontement pour la 3e place. Mais vous pouvez voir que la McLaren se rapproche sérieusement de la Renault. C'est dans les parties sinueuses d'ailleurs que Watson va s'exprimer. Là, il va attaquer, oui. Ah non, non, non. Prost a repoussé l'assaut de John Watson. Attention. Là, à nouveau, Prost conserve l'avantage devant Watson. Petit suspense là pour la 3e place. Et là, dans la ligne droite, évidemment, ce sera difficile pour Watson car la Renault est lancée. Il faut dire que Prost est parti avec la résolution de faire une course d'attente. Il veut absolument épargner ses pieds, de les amener au bout du Grand Prix si c'est possible. Et donc il ne tentera pas de résister à tout prix aux attaques incessantes de Watson qui ronge son frein pour le moment dans les roues de la Renault. Voilà, ça y est, je crois qu'il va... Non, Prost a réussi à parer l'attaque une fois de plus. Vous avez vu que cette fois Watson a essayé par l'intérieur d'une façon normale, on verra. Il ne va pas tenter de refaire un Prost, qu'il y a réussi tout à l'heure avec sa tresse, c'est-à-dire par l'extérieur, une manœuvre assez rare parce que tout de même très difficile à réaliser sans risque. Quelques secondes de plus, peut-être poursuivre cet affrontement et en connaître le dénouement. Watson va sans doute attaquer une nouvelle fois dans la partie sinueuse, en particulier dans le virage patché à l'imposte. Voici maintenant dans les courbes, il se rapproche, c'est là qu'il peut l'attaquer. Dans la partie sinueuse, il va le faire. Ah non, non, pas pour l'instant, pas encore cette fois-là, il va passer à l'intérieur, oui, oui, Watson passe Prost. C'est dans la courbe patché, là où c'était tout à fait possible et à l'avantage donc de la McLaren, beaucoup plus agile. Et bien Watson, nous remercie avec cet assaut de l'Irlandais devant le Français. Watson devient maintenant 3e, je répète les positions, premier Piquet, 2e Rosberg, 3e Watson, 4e Prost, 5e Patrese, 6e Tambay. Arnoux est 10e, Jarier 12e, alors que c'est la de Guerrero. C'est Guerrero qui s'arrête à son stand, Guerrero sur Ensign. Bernard Giraud, José Rosinski. Équipier Johnny Secoto, l'ancien multi-champion du monde de moto. Bernard Giraud. On se retrouvera tout à l'heure. Voici donc les positions. Premier Piquet, 2e Rosberg, 3e Watson. Rosberg s'apprête à ravitailler, c'était prévu. La voiture n'était pas partie avec le plein d'essence et on devait changer les pneumatiques. Mais regardez bien ce qui va se passer, on savait les ravitaillements dangereux, on pensait qu'il risquait d'y avoir des accidents sur la piste de décélération. Le moteur est surchauffé par la température et d'un seul coup l'incendie se déclare. Rosberg
dégrave son harnais, les extincteurs très rapidement sont mis en service, Rosberg descend de la voiture, la catastrophe a été évitée de très peu, on s'interroge, que doit-on faire? L'incendie est éteint, Rosberg remonte, cela va prendre du temps pour remettre le harnais, Rosberg se penche, oui c'est bien éteint. Normalement, l'arrêt n'aurait dû durer qu'une vingtaine de secondes. En fait, il durera 1 minute 04. Et miracle, la voiture va repartir et marcher parfaitement. On est passé très près de la catastrophe. Et c'est là, manifestement, une lacune de ce nouveau règlement de ne pas avoir interdit ces ravitaillements. Mais revenons, si vous le voulez, en direct avec Bernard Giraud et José Rosinski. Le Brésil, Rio de Janeiro. Bernard, vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez, vous? Parfaitement, Bernard. Bon bien, nous allons tout de suite vous donner les positions et je vais demander à la régie de supprimer le retour car nous entendons avec un petit peu de retard nos paroles, ce qui est un petit peu gênant. Merci beaucoup. Le classement est le suivant. Après maintenant 55 tours, alors qu'il y en a 63 à parcourir, c'est-à-dire à 8 tours de la fin. Premier donc Piquet, Nelson Piquet, que vous suivez actuellement sur le Brabham BMW à moteur turbo numéro 5. Deuxième, Keke Rosberg. Et là, c'est étonnant. Il faut absolument saluer la performance qu'est en train de réaliser le Finlandais aujourd'hui. Il compte 47 secondes de retard sur Piquet. Après son arrêt au stand tout à l'heure, Rosberg est reparti en 9e position. En 9e position, il avait donc un retard assez important. Il a entamé une course-poursuite complètement folle et je crois qu'il a réussi son pari. D'ailleurs, on peut imaginer que si il ne s'était pas retiré de la voiture, s'il n'y avait pas ce retour de flamme, eh bien, pour l'instant, eh bien, Rosberg serait beaucoup plus près de Piquet et assez proche finalement de la première place. Il semble que maintenant nous avons vu Lafitte. Lafitte vient de doubler à la fois Surer et Prost. Excellente opération de Lafitte qui vient de doubler Surer et Prost. C'est pourquoi je m'empresse de vous donner le classement. Premier Piquet, deuxième Rosberg, troisième Lauda, quatrième Tambay, cinquième Jacques Lafitte que nous revoyons ici doubler Prost. Il avait doublé Surer auparavant. Il a fait complètement l'extérieur. Jacques Lafitte, Surer essaie de s'infiltrer à l'intérieur mais il ne peut pas. Et donc finalement cinquième Lafitte, sixième Prost, septième Surer, alors que René Arnoux est maintenant 9e et que c'est Surer qui vient de doubler Alain Prost, qui est visiblement en difficulté depuis un petit moment. Alain Prost est donc maintenant 6e, alors que Surer est 5e. Je vais redemander une nouvelle fois à la régie de nous supprimer le retour, car nous avons de grandes difficultés pour nous entendre avec José Rosinski. José, il s'est passé beaucoup de choses. Tout à l'heure, on a parlé avec Christophe Van Dijk des arrêts au stand, mais il y a eu aussi beaucoup d'arrêts et beaucoup de chambardements pendant les interruptions et surtout pendant le temps où nous sommes intéressés surtout aux arrêts au stand. Il y a aussi des effets de course. Certes, mais l'arrêt au stand le plus intéressant, bien entendu, voilà, Sylvia ici, la compagne de Nelson Piquet, avec le pull à vert jaune que vous apercevez maintenant. Donc l'arrêt le plus intéressant pendant cette période a été celui du leader, Nelson Piquet, qui prévu à donc ravitailler. Nous vous le disions, ravitaillement, on l'estimait à une perte minimale de 40 secondes. Eh bien, les hommes de l'équipe Brabham ont fait encore mieux. En effet, l'arrêt de Piquet a duré en tout et pour tout que 16 secondes et au total, il n'a perdu que 29 secondes par rapport au second qui était alors à la Prost. Donc, c'est dire que arrêté leader Piquet est reparti leader toujours très nettement en tête avec 54 secondes d'avance après son arrêt, alors qu'il en possédait 1 minute 23 avant son arrêt, et par conséquent aucun problème. Maintenant, différence, c'est-à-dire avance de Piquet sur Rosberg, près de 39 secondes. Piquet naturellement a levé le pied car nous en sommes au 58e tour, c'est-à-dire qu'il ne reste que 5 tours à couvrir, comme nous le montre notre image maintenant. Donc Prost était revenu fort bien en 12e position peu après la mi-course, mais par la suite il a eu des difficultés et il a été petit à petit en train de rétrograder. C'est d'abord Lauda, bien revenu après un début de course un petit peu pâle qui lui a ravi cette deuxième place,
mais Loda en fait n'était lui-même pas très saignant et il n'a pas pu résister lui non plus au retour absolument fantastique de Keke Rosberg qui était reparti en 9e position après son arrêt de ravitaillement manqué que vous avez pu voir tout à l'heure. Il avait perdu plus d'1 minute 30 dans l'affaire. Et bien le voilà maintenant donc revenu en seconde position, là où il était avant son arrêt fâcheux, avec un petit peu moins de 40 secondes de retard sur Rosberg. Néanmoins, large victoire en perspective pour Nelson Piquet donc, et si ceci devait se réaliser, eh bien ce serait une victoire historique puisque ce serait la première fois qu'un pilote ayant ravitaillé au cours d'un Grand Prix de Formule 1 l'aurait emporté malgré tout. C'est tout à fait extraordinaire, il faut bien le dire, et c'est une victoire, ce serait même un triomphe de l'audace et de l'imagination dont font preuve sans cesse et sans trêve l'étonnante équipe Brabham BMW conduite par l'ingénieur Gordon Murray, un Sud-Africain à l'esprit vraiment fertile, et par Bernie Ecclestone qui ne recule devant aucune audace. Alors José Rosinski, ce serait la première victoire obtenue par une voiture qui a satisfait au ravitaillement. Alors dans 15 jours, ne va-t-on pas assister à une sorte de contagion et finalement voir toutes les voitures s'arrêter au stand pour imiter les Anglais qui ont toutefois un avantage incontestable maintenant, ils ont déjà l'expérience. Mais dans ce cas, cela deviendrait très dangereux et les craintes que nous avions déjà formulées la saison dernière, que nous avions formulées en début de Grand Prix, seraient tout à fait justifiées. Alors que va-t-il se passer au prochain Grand Prix? Toutes les voitures vont-elles s'arrêter? Écoutez, je crois que c'est en effet maintenant une éventualité qu'il faut envisager avec sérieux et même avec crainte, car comme vous l'avez souligné, les circuits de Formule 1 ne sont pas équipés pour pouvoir assurer un équipement correct au point de vue ravitaillement d'un grand nombre de voitures simultanément. Ça veut dire que, en fait, si un grand nombre de voitures s'arrêtent à peu près en même temps pour procéder au ravitaillement, eh bien, cela créera immanquablement une situation dangereuse. Et d'ailleurs, on en a eu un aperçu tout à l'heure avec la mésaventure qui est survenue à Keke Rosberg. En effet, pendant le ravitaillement, ou juste avant le ravitaillement, eh bien, la voiture a commencé à prendre feu. Les commissaires ont rapidement maîtrisé le début d'incendie avec des extincteurs, mais cela pourrait malheureusement dégénérer tout de même, et il est à redouter que la victoire de Piquet, si elle suscite d'autres vocations à cet égard, soit en effet le signal d'une période d'incertitude et de danger à nouveau en Formule 1. Effectivement, c'est spectaculaire, c'est efficace, mais cela comporte des risques indéniables. Il reste encore 3 tours, vous l'avez constaté. Côté français, je vous rappelle que maintenant, Tambay est 4e, Lafitte 5e, et que les Ligiers ont disparu. Alors que Jacques Lafitte, non, c'est Keke Rosberg que vous avez vu, pardon, en train de doubler les concurrents attardés. Donc, il n'y a plus de Ligier en course depuis à peu près la moitié de la compétition, la moitié de ce Grand Prix. Jean-Pierre Jarier, qui occupait la 12e place, s'est arrêté 3 fois à ce stand. La première fois, c'était au 15e tour, et finalement, il a dû renoncer. À la mi-course, Boesel, lui qui était 17e, a dû lui aussi s'arrêter définitivement. Edith Shiver, on vous l'a dit aussi, s'est arrêté. Et victime d'une panne de moteur, que Jacques Lafitte va bientôt attaquer Tambay pour la 4e place. Il est même passé, Jacques Lafitte est passé maintenant, vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais Jacques Lafitte est passé 4e devant Patrick Tambay. Excellente course de Jacques Lafitte, vous l'avez annoncé en début d'émission. Il est coutumier du fait, il a l'habitude de réaliser des courses poursuites infernales. C'est souvent quand il est en plus mauvaise position qu'il réalise les meilleurs résultats. Eh bien, le classement désormais est le suivant. Premier Piquet, 2e Rosberg, 3e Loda, 4e Lafitte, 5e Tambay, 6e Surer, 7e Alain Prost qui ne cesse de rétrograder. Quant à René Arnoux, qui a eu beaucoup de problèmes aujourd'hui, qui a vécu une course triste, eh bien, est en 10e position. Nous parlions beaucoup des Français, on peut penser à ceux qui sont restés devant l'écran de télévision et qui doivent regarder ces images avec nostalgie, c'est-à-dire Didier Pironi et Jean-Pierre Jabouille.
En tout cas, Prost n'est maintenant plus dans les points. Il est pointé en 7e position derrière Marc Surer. Et sans doute, l'équipe Renault, elle, doit-elle regretter de ne pas avoir fait débuter ici sa nouvelle RE40. Voiture qui, selon Prost, lui aurait probablement permis de résister à la nouvelle Brabham BMW de Nelson Piquet. Voilà, c'est symbolique. Vous avez à l'image Prost et Piquet qui est sur le point de lui prendre un tour maintenant, malgré le fait qu'il se soit arrêté, lui, pour ravitailler, alors que Prost, lui, n'a observé aucun arrêt. Simplement, il est en difficulté. Il conduit une voiture qui est un petit peu dépassée sur le plan technique maintenant par la Brabham BMW. Et ceci explique cela, bien entendu. Oui, mais Rosberg se rapproche considérablement, c'est le suspense de cette fin de Grand Prix. Rosberg se rapproche de Piquet, que vous avez vu en difficulté tout à l'heure. L'écart n'est plus que d'une trentaine de secondes, alors qu'il avoisinait la minute il y a à peu près une dizaine de tours. Mais enfin, il ne reste plus que 2 tours à peine maintenant pour Nelson Piquet. Il devrait tenir à distance, alors qu'ici c'est le carnaval, c'est la fête, la feria pour les Brésiliens qui vont danser sans doute toute la nuit au rythme de Piquet et de la samba pour fêter cette victoire. L'an dernier, Piquet l'avait emporté, mais il avait été déclassé cette année. Espérons et souhaitons qu'il n'y aura pas de remise en cause de ce succès, car il l'a amplement mérité. Et coup de chapeau aussi à Rosberg pour sa fantastique remontée de la 9e place à la 2e après son arrêt au stand. Bientôt, Piquet va entamer son dernier tour. Il ne restera plus qu'un seul tour, je crois. Un seul tour lorsque Piquet va passer une nouvelle fois dans la ligne droite des stands. Inutile de vous le présenter, ce pilote brésilien qui a pris la succession d'Emerson Fittipaldi. Il a déjà été champion du monde. Et là, Piquet va redoubler, va prendre un tour à Prost. Regardez, c'est la fête. Carrément dans les tribunes. On n'attend même pas l'abaissée du drapeau. On laisse exprimer sa joie. Il est vrai qu'ici, l'exubérance ne fait peur à personne. On n'a pas l'habitude de cacher ses sentiments. Et c'est le cas maintenant des 80 000 spectateurs. C'est bientôt l'arrivée. On regarde maintenant du côté du directeur de course. Je crois que c'est le dernier tour maintenant pour Nelson Piquet qui va obtenir la première victoire de la saison, mais aussi faire triompher pour la première fois une voiture qui a satisfait au ravitaillement, une voiture à moteur turbo BMW, la Brabham moteur turbo BMW. Et Piquet, devant son public, va devenir bientôt le roi. Cette fois c'est fait, la dernière ligne droite, l'abaissée du drapeau, premier Nelson Piquet. Premier Piquet qui obtient la première victoire de la saison. Ici évidemment c'est la joie, c'est la fête. Inutile d'ailleurs de vous en dire plus, vous l'avez constaté dans les tribunes. Je crois que Piquet l'a épuisé complètement, il est content que ce soit terminé. Il est certain que ça a été quand même une épreuve très dure, même s'il n'a pas fait, heureusement d'ailleurs, aussi chaud qu'au cours des essais. Vous vous en souvenez, Piquet avait défailli l'année dernière à l'arrivée. Espérons qu'il n'en sera rien cette année. Espérons surtout qu'il n'y aura pas de deuxième round sur le tapis vert et que la victoire de Piquet ne sera pas contestée pour des raisons réglementaires, car Piquet ici a fait une superbe démonstration. Mais ça, on connaît le talent de Piquet. On a vu aussi quand même qu'il a progressé en maturité, car il ne s'est pas affolé au départ. Il a attendu calmement son heure pour prendre le commandement. Mais je crois qu'en l'occurrence, c'est surtout le triomphe de l'équipe Brabham BMW en tant que telle, de son esprit d'entreprise, de son esprit novateur, dont il faut faire l'éloge ici, car ce sont des gens qui amènent toujours quelque chose à la course automobile. Certes, ça ne va pas toujours dans le meilleur des sens, ça n'est pas toujours à considérer comme bon, mais en tout cas, c'est toujours plein d'imagination, c'est toujours plein d'esprit novateur, et c'est ça qui fait le progrès, c'est ça qui fait bouger, avancer et changer les choses dans une discipline où le conservatisme est quelquefois un petit peu trop mis en avant. C'est la fête toute benne pour
Piquet, c'est ce que crie maintenant le public. Deuxième, Keke Rosberg à 26 secondes. Vous voyez, il revenait très fort, Rosberg, mais cela n'a pas suffi. Effectivement, s'il n'y avait pas eu ce retour de flamme, mais avec des filles, on referait le monde. Donc Rosberg est bel et bien deuxième. Troisième, Niki Lauda à 52 secondes. Quatrième, Jacques Lafitte. Bravo Jaco. Avec une très mauvaise place sur la grille de départ, eh bien Jacques Lafitte termine quatrième, en vieux renard des circuits qu'il est. Il a ainsi pu exprimer son expérience. Cinquième, Patrick Tambay, qui termine avec un museau d'avance, si je puis dire, c'est-à-dire une demi-longueur d'avance sur Marc Surer, le Suisse qui est sixième. Et puis déception dans le camp Renault. Septième, Alain Prost. Dixième, René Arnoux sur Ferrari. Et puis vous savez, du côté de chez Ligier, ça n'a pas très bien marché. Je suppose que cela ne doit pas être à la joie ni la fête du côté du camp français, du côté des Bleus. Enfin, on fera mieux la prochaine fois, comme l'on dit dans le sport. Donc, au classement du championnat du monde, c'est le même, évidemment, que celui du Grand Prix. Premier, Piquet, 9 points. Deuxième, Rosberg, 6 points. Troisième, Lauda, 4 points. Quatrième, Lafitte, 3 points. Cinquième, Tambay, 2 points. Et sixième, Marc Surer, 1 point. Voilà, c'est la fin de cette première manche du championnat du monde. La prochaine aura lieu dans 15 jours à Long Beach, en Californie, tout près de Los Angeles. Nous vous retransmettrons de larges extraits le lundi dans l'émission de Yves Mourouzi HF12 pour vous donner les instants les plus intéressants de ce Grand Prix de Long Beach. Et il y aura un résumé dans Automoto aussi le samedi d'après, Bernard. Oui, et dès samedi dans l'émission de Jacques Bonnecarrère, nous reviendrons aussi sur ce Grand Prix du Brésil, en particulier sur ce qui s'est passé pendant les essais avec la réaction des différents pilotes. Piquet qui va revenir maintenant près du podium. Je crois que ce sera intéressant de regarder dans quel état physique il va sortir de son cockpit. Dans le cockpit, il y avait une température d'environ 50 degrés. On pèse les voitures aussitôt. Vous voyez, la rigueur du président Balès est en train de s'exprimer ici. Aussitôt, les voitures sont vérifiées. Espérons, je le répète, qu'il n'y aura pas de polémique, que ne sera pas remise en cause comme l'année dernière. D'ailleurs, le classement est le même en ce qui concerne les deux premiers. Premier Piquet, deuxième Rosberg. En effet, ce sont décidément les deux meilleurs animateurs de la Formule 1 actuellement. La troisième place de Lauda, je l'avais donnée pour favori avant le départ. Je m'étais risqué à le faire, ce n'était pas raisonnable. La preuve, il est arrivé avec troisième, il a un petit peu déçu. Il faut dire que les McLaren, en particulier la sienne, n'ont pas tenu les promesses qu'elles avaient laissé entrevoir aux essais. Mais tout de même, Watson a fait une remontée absolument splendide. Je suppose que Lauda, lui, a été opposé à quelques petits ennuis. En tout cas, la remontée de Watson a montré que ces voitures étaient également très très compétitives et qu'il faudra certainement compter avec les pilotes de McLaren dans 15 jours à Long Beach. Vous avez aperçu Nelson Piquet. Apparemment, il ne semble pas très marqué, alors que l'an dernier, il s'était véritablement évanoui sur le podium. Là, il était en train de se désaltérer. Je signale quand même que les pilotes ont essayé de suivre un traitement un petit peu particulier, un traitement biologique avec des vitamines B, des vitamines C, du potassium, des sels minéraux. D'ailleurs, avec José Rosinski, nous avons suivi le même régime, ce qui nous a permis de tenir jusqu'au bout. Et on espère vous retrouver donc dans Automoto samedi prochain, et puis aussi tout au long de la saison, une saison qui s'annonce passionnante, très ouverte en tout cas, mais là encore, il faut constater la domination des écuries anglaises. Oui, mais enfin, la saison est loin d'être terminée puisqu'elle ne fait que commencer. Je pense que Renault en particulier, pour ce qui le concerne, tirera la leçon de la course d'aujourd'hui et que l'équipe des Français fera le maximum pour amener ces nouvelles voitures à Long Beach pour pouvoir rivaliser avec les nouvelles Brabham BMW et avec les Williams ainsi qu'avec les McLaren qui se sont montrés évidemment plus rapides que les Renault. En ce qui concerne Ferrari, petite déception également. On se souvient que ces voitures avaient très largement dominé la saison dernière. Or, cette fois, malgré une excellente prestation de Tambay qui a livré une magnifique lutte à Lauda et qui a animé le Grand Prix, eh bien, malgré tout, on a vu que les Ferrari étaient également, elles, un petit peu dépassées par le rythme des Brabham BMW. Voilà, Sylvia et Nelson, l'expression d'un certain bonheur, l'amour et la victoire.
Nous répétons une dernière fois le classement. Premier Piquet, deuxième Rosberg, troisième Niki Lauda, quatrième Jacques Laffite, cinquième Patrick Tambay, sixième Marc Surer, septième Alain Prost. C'était un reportage, alors que vous voyez ici Keke Rosberg en compagnie du président Balestre, somptueux d'ailleurs, royal ici sur le podium. Et nous allons nous quitter. C'était un reportage de la télévision brésilienne, Rede Globo, avec des commentaires de José Rosinski et de Bernard Giraud. Bonsoir. Favoris.